Bonjour. Alors aujourd'hui dans ce podcast, j'ai invité Gaëlle. Il y a Anne aussi qui est présente Bonjour. à mes côtés. On Bonjour. va aborder un sujet qui est douloureux, qui est celui du deuil et particulièrement celui de l'enfant. Et Gaëlle va partager son histoire. Je tenais vraiment à aborder ce sujet parce que pendant les nombreuses années où je faisais de la médiumnité à plein temps, j'ai eu à faire énormément de contacts défunts et plus particulièrement avec les enfants. Donc j'ai eu à recevoir des parents endeuillés avec beaucoup de douleurs, de souffrances et d'interrogations sur la capacité à continuer à vivre avec ce drame. Et donc, j'ai toujours beaucoup admiré le courage. Et je ne sais même pas en disant ça si c'est vraiment une question de courage, mais plutôt de survie, puisque de toute façon, la survie prime toujours sur la vie. Et on s'en rend compte dans des situations comme celle-ci, dans des drames comme ceux-là. Donc, Gaëlle, je vais t'inviter à partager ton histoire. Le but, en fait, dans cette émission, pour moi, c'est aussi qu'il y ait des personnes qui vivent actuellement ce drame, tout comme toi, tu l'as vécu il y a quelques années, de se rendre compte qu'évidemment, ils savent qu'ils ne sont pas seuls, mais d'entendre quelqu'un qui est déjà un petit peu plus avancé en termes de temps. Alors moi j'aime toujours, parce que je parle de deuil, on va parler de deuil, mais pour moi un deuil ne se fait pas. C'est surtout parce qu'on ne peut pas faire un deuil du passé, c'est impossible. Et à mon sens, c'est le deuil du futur qui ne se déroulera jamais qui est plus compliqué. Et voilà, donc je vais te laisser la parole, Gaëlle. Anne, si tu veux, dire un mot avant de passer vraiment la parole à Gaëlle, je te laisse la parole. Eh bien, de vous dire que je suis ravie d'être à vos côtés, à toutes les deux, et honorée pour ce sujet délicat. Et en tant que maman, effectivement, c'est quelque chose, je pense, qui nous fait peur chaque jour. Et donc, vraiment, je suis heureuse de pouvoir partager avec vous deux ce sujet lourd. Et peut-être aussi, en tant que psychothérapeute transpersonnelle, j'accompagne de temps en temps des mamans dans cette situation et ça m'apportera probablement une autre façon aussi de voir la situation. Et Alors, Gaëlle, la première question que j'ai envie de te poser, et sois à l'aise dans les réponses, c'est toi qui mets les limites hein, dans ce qu'on va dire, parce que Anne et moi, évidemment, on se positionne en tant que maman, et puis on va peut-être te poser des questions. Si tu te sens mal à l'aise avec l'une d'entre elles, voilà, tu dis je n'ai pas envie de répondre, et c'est ok. Ce qui est important, c'est que tu te sentes vraiment, j'allais dire en confiance, tu l'es. D'ailleurs, merci pour ta confiance pour avoir répondu d'ailleurs à mon appel. Pour moi, c'était évident de te faire la demande parce que tu es une maman courage, exemplaire et j'admire en fait le parcours que tu as dans le fait de réussir à avancer et de trouver aujourd'hui, puisque je te connais, de trouver des points positifs dans tout ce qui peut être négatif, on va dire ça, et la manière dont tu sais te raccrocher en fait au signe de la vie. On va dire ça. Donc ma première question, c'est d'expliquer qui était Elisa et d'expliquer aussi comment elle est partie. D'accord. Bonsoir Anne, bonsoir Maude. Merci beaucoup pour cette invitation. Effectivement, j'ai deux filles, Camille et Elisa. Et Elisa qui s'est suicidée à l'âge de 22 ans, un 30 décembre 2018. Et quand on vous apprend ça, en fin de compte, vous y croyez pas. C'est pas possible que ça nous arrive à nous. Pourquoi ? Il y a plein de questions qui nous arrivent en tête. Et puis, j'étais dans le déni pendant longtemps. J'y croyais pas et il fallait vraiment
Ça a fallu du temps? Oui, il m'a fallu du temps, hein. Après, il y a plusieurs étapes, hein, dans le deuil, hein. Ok. Il y aura la colère, enfin, il y a pas mal d'étapes. Mais le déni, il a duré très longtemps. Donc, j'étais partie avec mon mari à la mer. Et puis, Elisa, on appelle Elisa le 30 décembre à 12h20. Et donc, elle était normalement chez son petit copain. Et puis, on voit qu'elle est à la maison. Donc, on lui dit, pourquoi tu es à la maison? Ah, il voulait pas passer sa journée avec moi. Donc, il m'a demandé de retourner chez mes parents. Donc, elle dit, je suis à la maison. Donc, je l'ai invitée à venir se rejoindre avec nous à la mer. Puis, elle n'a pas dit non, elle n'a pas dit oui. Elle a dit, je prends mon bain et puis je verrai après. Bon, dans l'après-midi passe. Et puis, on s'allonge sur le canapé avec mon mari. Et moi, vers 14h30, j'ai été réveillée, mais en sursaut. Alors, je ne sais pas pourquoi, mais j'avais le cœur qui battait. Enfin, je sentais qu'il y avait quelque chose de pas normal, mais je savais pas mettre la main sur le truc qui n'allait pas. Donc, je me suis calmée et tout. Et le soir, je regarde mon téléphone et je vois qu'Elisa nous avait envoyé des messages pour nous dire au revoir. Okay. Du coup, on appelle notre voisinage. Et puis, j'ai une amie qui est allée voir avec son mari et qui a découvert le corps d'Elisa pendu. Est-ce que avant, justement, tu vois, parce que ça, c'est important, il y a vraiment quelque chose de l'ordre de la culpabilité qui peut aussi se mettre en place. Est-ce que tu as senti, en fait, cette culpabilité ou pas au stade, parce que comme tu lui as demandé, en fait, de venir, qu'elle t'a répondu ni oui ni non, mais en fait, est-ce que tu as ressenti quelque chose, avant cette scène-là, qui aurait pu te mettre la puce à l'oreille sur le passage à l'acte de Lisa? Non, alors jamais j'aurais pensé qu'elle aurait pu faire quelque chose comme ça, puisque elle avait programmé une sortie avec son copain pour le 31 décembre, donc le lendemain, où elle avait préparé déjà toutes ses affaires, tout était prêt, elle était prête à aller faire la fête, quoi. Donc jamais. Par contre, les questions, on se les pose après. D'accord. Qu'est-ce que j'ai fait pour... Est-ce que c'est moi qui ai fait quelque chose? Est-ce que j'ai pas fait quelque chose? Est-ce que j'aurais fait quelque chose qui a déclenché que... après, heureusement, j'ai eu une lettre qui m'a déculpabilisé de tout, quoi. D'accord. Ouais, non, j'ai... Et cette lettre, elle a demandé que qu'on soit les seuls à la lire, quoi. Donc, personne n'a vu cette lettre, hormis mon mari, la gendarmerie et Camille, qui est ma grande fille. J'ai 2 enfants, j'ai Camille et Elisa. D'accord. Mais sinon, non, c'est pas... Mais on se pose beaucoup de questions. D'accord. Et comment êtes-vous, ton mari et toi, et même Camille, êtes-vous parvenus à rester debout? Comment le corps, comment on trouve les ressources? Compliqué. C'est compliqué. Alors, je dirais la chance avec... dans mon malheur, la chance, c'est que quand moi je vais pas bien, mon mari va bien. Et vice-versa. Donc, il y a toujours quelqu'un, l'un ou l'autre, qui est là pour soutenir. Après, j'ai aussi la famille proche qui est tout le temps là pour me soutenir et tout ça. J'ai Camille qui a eu 2 enfants, Hugo et Hortense, et c'est ma leitmotiv. Oui. C'est eux qui me font avancer, c'est pour eux que je dois rester là, parce que ça a fait 7 ans ici le 30 décembre, et
Il y a eu des passages très, très difficiles. Ouais. J'ai été internée en hôpital psychiatrique, où là, j'étais devenue un zombie. Ouais. C'était c'était dur à me sortir de ce carcan-là, quoi. Et puis, après, la vie fait qu'on croise des gens comme Maude, comme Sophie, enfin des gens qui sont bienveillants et qui m'ont bien aidée. J'ai fait de l'hypnose et je dirais c'est eux qui m'ont sorti de là, puisqu'en fin de compte, les séances de psychiatrie, ça ne m'a pas aidée. Et puis voilà, quoi. Je vais revenir sur le 30, tu vois, décembre, parce que ce qui est important quand c'est un suicide, c'est qu'en fait, la scène, l'endroit où ça se passe, ça devient une scène de crime, Oui, on va dire ça. tout à fait. Et ça peut être compliqué pour un parent, parce que, ben voilà, Elisa a fait le choix de partir. Et dans quel état tu te trouves? Comment tu as vécu ça? Parce que j'entends que tu as été internée en psychiatrie, mais ça n'a pas été tout de suite. Il y a une courbe, évidemment. Dans quel état, en fait, c'était de la sidération quand c'est arrivé? Comment tu as réagi par rapport à ça et par rapport aussi au comportement de la gendarmerie, qui est normal, puisqu'ils font qu'appliquer, en fait, les protocoles. Oui. En fin de compte, quand on est arrivé à la maison après 1 heure de route, je n'avais accès qu'à la cuisine. La gendarmerie faisait blocage pour ne pas qu'on aille dans les autres pièces de la maison, en l'occurrence pour voir Elisa qui était encore à l'étage. Donc, j'avais pas le droit de la voir. Et pour moi, tant que j'avais pas le droit de la voir, j'avais encore une chance. D'accord. Même si, dans mon fort intérieur, je savais que il y avait quelque chose de brisé à l'intérieur de moi, mais il fallait que je voie. Ouais. Tu l'avais déjà ressenti, parce que tu nous as expliqué tout à l'heure qu'à 14h30, tu as ressenti quelque chose. Ah oui. Ça, c'est, tu vois, tout ton être, on va parler selon les croyances des uns et des autres, ton âme, ton instinct, ton intuition, qui est déjà en train de capter, en fait, qu'il va se passer quelque chose. Dans le cœur d'une maman, en général, ça se passe pas parce que, en fait, c'est plus pour une maman, que c'est juste une question de femme, en fait. Du coup, l'intuition est plus fine. Moi, en tous les cas, dans le mental à ce moment-là. Et donc, tu avais déjà ressenti. Ah oui, j'avais ressenti un peu comme si on m'arrachait quelque chose à l'intérieur de moi. Ouais. Et en fin de compte, je me souviens 14h30 parce que j'ai regardé l'heure. Et il y a des caméras à la maison. Elisa nous a parlé aux caméras à 14h20. Elle nous a envoyé des messages sur Snapchat à 14h20. Ouais. Et comme moi, j'utilise pas Snapchat, je les ai pas vus. Je les ai vus qu'au soir à 20h, vers 20h, 20h30, quoi, au moment de se mettre à table. Et c'est là, en fin de compte, j'ai tout de suite fait le rapprochement. Je me suis dit, c'est ça s'est passé à 14h30, au moment de mon réveil, de mon sursaut. D'accord. Ouais. Cette prise de conscience, elle t'a amené vers un sentiment de culpabilité ou pas? Oui, j'ai culpabilisé dans la mesure où je me suis dit, pourquoi tu t'es pas levé? Pourquoi t'as pas été voir ton téléphone? Mais comme, j'avais 46 ans à l'époque, à 46 ans, on n'est pas sur son téléphone comme les jeunes, quoi. Donc, et j'étais à des années-lumière de penser que j'allais recevoir un message d'adieu cet après-midi-là, quoi. Donc, comme on est toujours sollicité par des mails, des trucs comme ça, non, j'ai pas. Mais oui, j'ai culpabilisé de ne pas avoir été regarder mon téléphone à cette heure-là. Parce que je me dis que j'aurais pu la sauver. Mais Elisa a laissé une lettre où elle me demande de ne pas la ramener à la vie.
Donc, Quand je parle de culpabilité parce qu'en fait, ça a toujours été le mot que j'ai entendu lors comment dire, de rendez-vous avec des personnes qui ont perdu des enfants par le suicide, parce que toujours ce sentiment d'impuissance et de se dire j'aurais pu faire quelque chose si ça ne s'était pas passé comme ça, si j'avais regardé par exemple le Snapchat, si, mais en fait voilà, et donc oui, après je pense que tu peux tout le temps culpabiliser, voilà. tu peux te dire oh, bah, si j'avais su, peut-être j'aurais peut-être pas été aussi dure. C'est vrai qu'on voulait qu'Elisa travaille en plus de ses études, quoi. Donc elle faisait un petit job étudiant. Donc oui, alors je pense on peut toujours culpabiliser de quelque chose, mais enfin c'est pas ça qui l'a fait, puisque en fin de compte l'argent qu'elle avait quand elle travaillait, c'était que pour elle, et c'est ce qui lui permettait de vivre dans son monde un peu de jet set, quoi. Parce que Elisa, c'était un bon vivant. Elle était toujours en train de faire la fête. Elle était tout le temps en train de rigoler, quoi. Mm-hmm. Et puis jamais on n'aurait cru qu'Elisa, elle aurait pu un jour, parce qu'on lui a dit non, on va chez tes parents, que ça s'arrête ce jour-là pour elle. D'accord. Après, pourquoi j'aurais pu aussi revenir. Si j'avais su, je serais revenue à la maison. Mais merci pour ce partage-là sur la culpabilité. C'est pour ça que je reviens une deuxième fois, parce que c'est important que les personnes qui regardent ce podcast puissent vraiment comprendre que la culpabilité, c'est un sentiment normal. Hein. Ça renvoie à l'impuissance de ce qu'on aurait pu faire, mais en fait, on ne peut rien faire quand c'est là. Non, je pouvais rien faire. Après, comme tout parent, hein, on a un peu des coups de gueule des fois avec ses enfants, et puis c'est la vie. Et c'est, je veux dire, c'est l'apprentissage de la vie. La vie, c'est pas qu'un long fleuve tranquille, quoi. Il faut se battre, et je voulais pour ça. C'était comme les études. Elisa, je voulais absolument qu'elle fasse des études, et puis elle avait eu son BTS commerce international. Alors qu'elle m'avait dit ouais, je l'aurai jamais. Au mois de février, elle voulait arrêter. Je lui ai dit non, tu vas chercher ton BTS, tu vas le chercher, et elle l'a eu sans problème. Et après, elle a repris la fac de langue à Arras. Donc non. Comment cette culpabilité qui est tout à fait je ne sais pas si légitime c'est le bon mot, mais en tout cas un ressenti, parce que je pense qu'on doit chercher, tu as dû chercher des tas de réponses à des questions incessantes de pourquoi, de ce que tu viens de dire, qu'est-ce que j'aurais pu faire, qu'est-ce que j'ai pas fait, qu'est-ce que j'ai fait de trop ou de pas assez. Mais même physiquement, comment t'es parvenu à remonter? Quel laps de temps il t'a fallu? Au bout de combien de temps, aujourd'hui, tu es en capacité de partager ce que tu partages aujourd'hui? Alors aujourd'hui, je peux vous parler de tout avec Elisa, parce que pour moi, Elisa, elle est là. Je ne la vois plus, mais je la sens. J'ai plein de signes, et je suis devenue très très spirituelle. Et grâce à toi, Maud. Et en fin de compte, c'est ça qui m'a sorti la tête de l'eau. Et alors, avant d'arriver à la spiritualité, il faut déjà encaisser. Hein. Alors, la période d'encaissement, il a bien fallu 4-5 ans. Hein. Oui. Et puis, tu n'es pas toute seule, tu as ton mari, et heureusement, parce que parfois, ça aussi, ça peut détruire. Ah oui, non, mais avec mon mari, on a toujours resté super bien soudés. Et heureusement, parce que... Et que vous avez su le faire aussi. Parce que... Oui, après, c'est ça. Quand moi, je suis en haut, lui, il est en bas, et vice-versa, et on arrive toujours à...
pendant ces 4-5 ans, avant de pouvoir en parler, parce que tu vois, là, aujourd'hui, tu es devant nous, t'en parles avec, je veux dire, l'aspect émotionnel. Bien sûr que la souffrance est toujours là, mais j'admire la manière dont tu peux parler aujourd'hui, tu vois, sans fondre dans l'émotion et Et tu je plantes pleurerai pas. pas aujourd'hui. Mais je trouve ça, voilà, mais pendant ces 4-5 ans, quelles sont, et peut-être encore aujourd'hui, mais disons que tu as l'habitude maintenant de vivre sans, quelles sont les choses qui t'ont fait le plus souffrir dans ce cheminement? Parce que j'entends hein, que voilà, il y a eu des ressources extérieures. Mais quelles sont les ressources que tu avais à l'intérieur de toi pour réussir en fait à avancer et puis là du coup ça fait 2 questions et qu'est-ce qui te faisait le plus souffrir pendant ces 4-5 ans où ça a été compliqué? La première chose, c'est l'absence. D'accord. L'absence physique. Physique, ok. Là, c'est très, très dur. Pas de câlin, de ne pas l'entendre. Parce que j'ai beau la sentir, je ne l'entends pas. J'ai pas ces capacités, mais recevoir ces messages « Maman, je t'aime », ça, j'ai plus. Ouais. Alors, il faut que je retourne dans les messages. D'ailleurs, j'ai encore les messages. Et régulièrement, je vais voir des photos. Et puis, après, attention, je pleure encore. Hein. D'accord. Je pleure encore. Hein. J'ai encore pleuré samedi ou dimanche. Mais ça vient comme ça, j'ai les larmes qui me montent parce qu'elles me manquent. Et puis après, je lui parle tous les jours. Je lui parle, je lui raconte pas ce que je fais parce qu'elle le voit. Mais moi, je lui demande ce qu'elle fait. Bon, elle me répond pas, mais j'ai une heure miroir, j'ai des signes, j'ai une musique, j'ai plein de choses qui font qui me disent que elle est là. Et dans les premiers mois, premières années, une journée qui passe comme une journée normale, quelle est la journée type? Parce que c'est sans ton enfant, je veux dire, arrivé un moment, tu sais, voilà, il y a ce truc de toute, t'es fort entouré pendant l'événement, pendant l'enterrement, un petit peu après, etc. Mais après, on vient un vide, c'est sidéral, voilà, c'est abyssal. Et en fait, mais comment se passent tes journées, tu vois, les premières journées après ce drame? Eh les premières journées qui ont suivi, je pense que je devais être au moins 6 fois au cimetière par jour. Oui. Maintenant, j'en suis 1 fois tous les 15 jours. Mais il faut savoir que j'y allais la nuit aussi. Hein. D'accord. J'allais la nuit parce que dans ma tête, c'était elle va se réveiller. Elle va se réveiller. En fin de compte, elle était en période de léthargie et non, j'allais entendre au plein milieu de la nuit où il n'y a pas un seul bruit pour voir si j'entendais pas une respiration, mais on devient fou, hein. Oui. Là, c'est un peu, on est un peu limite devenu folle. Ouais. Mais on était tous les deux avec mon mari. Hein. Le moindre truc, on était en alerte. Dans ce que j'entends, tu vois, j'ai vraiment le ressenti, et tu me dis hein, si je suis juste. Tu sais que dans les débuts, tu étais plus dans la sidération. La sidération, c'est-à-dire que c'est pas vrai. Oui, c'est ça. Et de se dire, c'est... c'est ça. Déjà, on se dit, mais ça n'a pas le droit de nous arriver. D'accord. C'est pas dans la logique des choses. Ouais. C'est pas aux parents d'enterrer leurs enfants, quoi. Et donc c'est pour ça, il y a le déni. Après, j'ai eu la colère, elle est venue longtemps après. Je me suis beaucoup instruit par les livres, Christophe Fauré, tout ça. Et bon, j'en ai appris. Hein, et effectivement, les gens je vous conseille, si jamais vous êtes en début de période, de lire ces livres qui ont été, en fin de compte,
quand on le lit, on dit bah non, ça peut pas nous arriver. Puis en fin de compte, avec le temps, on se dit bah si, en fin de compte, c'est des étapes, mais elles arrivent peut-être pas toutes dans le bon ordre. Mais Tu parles de colère dans un second temps et bien après, mais donc parce que tu es OK aussi avec le fait vraiment de raconter l'histoire d'Elisa. Son passage à l'acte, il est quand même suite à un harcèlement. mm, C'était professionnel. C'était Ben, voilà, professionnel amoureux, oui. les deux, d'accord, parce que elle était avec la personne avec qui elle travaillait, d'accord. Et est-ce que dans ce cadre-là, il n'y a pas, comment expliquer? Il n'y a pas quelque chose, parce qu'aujourd'hui, il y a énormément de jeunes qui se suicident Oh oui. suite à des harcèlements. Et en tant que parent, c'est aussi, encore une fois, ce truc de si j'avais su, de réussir à choper comme ça, tu vois, des mots, des comportements pour dire, ben, en fait, de faire en sorte que ça ne se passe pas. Mais Ben oui. Mais le problème, c'est qu'à 22 ans, tu peux pas t'immiscer dans le téléphone de ton enfant. Ouais. Enfin, tu violes son intimité. Et moi, à aujourd'hui, son téléphone à Elisa, pourtant, quand elle est passée à l'acte, elle nous a laissé plein de post-it autour d'elle. Faites le plus beau des mariages à ma sœur. Elle nous a laissé son code PIN de téléphone. Et je ne suis jamais allée voir dans son téléphone parce que je ne voulais pas violer son intimité. C'était pas à moi de le faire. La police a pris son téléphone, mais après, tu parles c'est sans suite. de la police la suite, ça a été quoi en fait? Est-ce que vous avez été interrogé parce que du coup c'est une scène et je m'imagine toujours comment dire ce que ça doit, à quel point ça doit dévaster en tant que parent d'avoir son enfant en fait mort et d'être comment dire de devoir répondre tu vois à la justice Ah ben ça s'est passé comme ça en fin de compte. Donc le 31 au matin, on avait rendez-vous à 9h aux pompes funèbres pour choisir son cercueil. Mon petit frère avait pour mission de partir avec la gendarmerie fouiller l'appartement. On est revenu vers les coups de 12h30. À 14h, il fallait que je sois à la gendarmerie dans le village à côté, où j'ai été interrogée jusqu'à plus de 18h le soir avec ma copine. Alors, elle était dans une salle, moi dans une autre, et on avait des questions. Limite, j'étais peut-être un peu impliquée dans son départ, quand on les écoute. Ouais, non, mais si... Mais comment tu vis ça, en fait? Ben, j'avais qu'une hâte, c'était de partir, mais tu peux pas, tu te dis, ben, si ça fait partie de l'enquête, si c'est pour faire avancer le pourquoi du comment, et ben tant pis, je suis là, mais pendant 4 heures d'audition, quoi. Et donc, ben, les gendarmes changeaient de pièce l'un l'autre et venaient recouper les informations, alors que je vivais pas avec ma copine. Elle habitait juste dans la rue adjacente, et c'était elle qui était venue découvrir le corps d'Elisa, quoi. Et je la remercie beaucoup, parce que, sans elle, je lui dois beaucoup. Mais elle aussi. Alors que mon mari, il n'a pas été interrogé. Et son mari et ma copine non plus. Il y a des failles, mais bon. J'en viens au-delà, tu vois, de la colère, de l'incompréhension. À ce moment-là, il doit y avoir un sentiment d'injustice aussi. Ah bah oui, forcément. Pourquoi on me pose à moi ces questions-là? Ah mais je leur ai dit à un moment, mais ben, c'est moi que vous soupçonnez. Non, madame, mais on fait notre travail. Mais j'étais à 100 km de là, je ne peux pas... Mais non, c'est le travail et laissez-nous mener notre enquête. Je vois, tout à l'heure, tu parlais de spiritualité.
aujourd'hui, j'imagine que tu as une approche différente de la vie, de certains pans Oui. de la vie, un regard différent par Tout à rapport fait. à plein de choses. Et est-ce que, tu vois, physiquement, dans ta chair, pendant tout, enfin, depuis le début jusqu'à probablement même encore aujourd'hui, Je suis amputée. ouais, et puis être peut-être dans une impression de monde, je sais pas comment dire, parallèle, tu vois, enfin, comme ta raison qui doit vivre les choses parce que tu es entendu par la police, parce que les faits sont là, parce que c'est comme ça, et puis une autre part de toi qui veut vivre avec le plus de paix possible. Voilà, Et on n'a plus les mêmes priorités. Ah Hein. ouais, mes priorités, elles ont changé. Mm. Et je suis plus dans un monde de paix maintenant Ouais. que de lutter. Maintenant, si celui qui veut, il vient. Si c'est pour faire la guerre, non, c'est bon, ça m'intéresse plus. T'as plus le... Non, j'ai plus. T'as plus le temps. Ben, en fin de compte, Ça vaut pas le c'est coup, par en Elisa fait. que je vois la vie, elle est tellement courte. Et où elle le dit dans sa lettre qu'on est dans un monde d'hypocrites. Ok. Que ben, je me concentre sur moi et sur ceux que j'aime. Et sur ceux qui ont envie de passer leur vie à mes côtés. Ok. Je t'en prie. Qu'est-ce que tu vois dans des moments difficiles où le monde continue de tourner sans se soucier de toi parce que ou alors on ne sait pas, ou alors tu vois, c'est pas évident non plus, peut-être parfois pour certaines personnes, mais comment tu arrives à trouver cette paix-là quand tu regardes le monde autour de toi, mais... tu vois, le monde qui continue de tourner tout à fait normalement, et toi, c'est un gouffre. Alors, je peux... Enfin, par ce drame qui est arrivé, je vis plus du tout de la même façon. Et aussi, il faut savoir que des fois, les gens sont maladroits. Oui. C'est-à-dire que, bon, on a une bande d'amis et alors au départ, ils étaient quand Elisa est partie au début, on était invités à droite, à gauche, de partout, parce qu'ils ne voulaient pas nous laisser tout seuls, parce que si, et ça. Mais il fallait toujours que dans la conversation qu'on ait avec eux, on parle d'Elisa. Et un jour, j'ai un copain qui me dit, de façon détournée, ouais, mais c'est lourd, à chaque fois que vous parlez d'Elisa, ça plombe l'ambiance. Du coup, il est venu me voir une fois à mon travail, me dire bonjour, et je le remercie parce que c'est toujours un plaisir de le recevoir. Hein. Et je lui dis, mais en fin de compte, il ne faut pas que tu le prennes comme ça. Il faut juste que tu prennes en fait que si on parle d'Elisa, c'est parce que Elisa est encore là. Et on veut encore continuer à faire vivre Elisa. Parce que si plus personne ne parle d'Elisa, c'est sa mort assurée. Et Elisa est là. Donc, laissez-nous parler d'Elisa. Nous, ça nous fait du bien. Et voilà. Après, mais il faut en rien que ça plombe l'ambiance. C'est... de toute manière, quand on parle d'Elisa, c'est pas en pleurant. On rigole, Enfin, Elisa, elle avait toujours le truc pour rigoler. Enfin, c'était toujours une boute en train, quoi. Et forcément, il faut savoir que tous les ans, à son anniversaire, à Noël, ses copains, ses copines, à Elisa, viennent encore nous voir, 7 ans après. C'est beau. Et j'ai toujours une bouteille. Elisa buvait une petite coupe tout le temps. C'était son truc. Et j'ai toujours une bouteille dans le frigo, prête à recevoir les copains, les copines. D'accord. Quelle est, dans la continuité de ce que tu es en train de nous expliquer, et merci pour ce partage, quelle est la phrase qui a pu être la plus maladroite qu'on ait pu te dire au sujet du départ de ta fille ? Oula, il y en a eu. La première, c'était son destin. Non, pas vraiment. Le temps, ça va passer, ça va aller mieux après. Non, on le vit autrement, mais on le vit pas mieux.
Euh, euh, c'est les deux vraiment qui me sonnent tout de suite là à l'instant T. Cette question, elle est importante pour moi parce que très souvent dans les enterrements ou même voilà, quand je traîne l'oreille un peu partout, j'entends toujours beaucoup de personnes qui sont dites dans la spiritualité avoir ce genre de discours, à dire tout est juste, c'était son karma, elle a fini son incarnation. Enfin voilà, pour moi, c'est tout ce genre de conneries. Je ne dis pas que c'est faux, je dis simplement que ça n'a pas sa place. Non, du tout. Quand on est en train de vivre quelque chose d'aussi difficile. Tout a un temps. Et c'est facile pour des personnes de dire ça quand elles ne traversent pas. Quand ils sont extérieurs à la voilà, situation. C'est hyper facile d'avoir cette façon de penser, de voir. Donc, très souvent, ces personnes-là, j'ai juste envie de leur dire de fermer leur bouche. Et du coup, ça me vient, en fait, vu qu'on est en train de parler de spiritualité, parce que là, en fait, tu nous as expliqué, tu vois, un peu ton parcours, et puis le départ d'Elisa. C'était une jeune fille, une jeune femme pétillante. Et aujourd'hui, le but aussi de cette émission, c'est, tu vois, parce que tu as cette démarche spirituelle, mais c'est important aussi que les gens prennent conscience qu'il ne faut pas que ça soit un échappatoire. Et en fait, tu vois, de ne pas abuser. Pourquoi je dis ça ? Parce qu'il y a des personnes qui sont vraiment dans le fait de... on surfe un peu sur la difficulté émotionnelle des gens, sur la souffrance. Et du coup, il y a beaucoup de personnes qui vont faire appel au médium. Alors, oui, dans une certaine mesure, mais il ne faut pas que ça devienne une obsession, il ne faut pas que ça devienne une addiction. Parce que de ce fait-là, ça devient une ressource extérieure, on en vient dépendant et c'est compliqué. Toi, ça n'a pas été ton... Non, moi, je suis allée te voir une fois, parce que forcément, j'avais des questions. Et le pourquoi, et puis... Ou forcément, elle ne t'apporte pas de réponse. Hein. Et puis... Et je voulais savoir surtout si elle était bien. Oui. Et donc, tu m'as dit qu'elle était très bien maintenant, et je le sais qu'elle est très bien maintenant. Je l'ai vue une fois dans mes rêves. D'accord. Une fois où elle m'a emmenée montrer sa cantine. Ok. Et depuis, je l'ai jamais revue. Et dans la vie de tous les jours, quels sont les signes ? Quelle est ta manière de communiquer avec ta fille ? Alors, les premiers signes, c'est les heures miroirs. D'accord. Alors, il y a des journées où je vais pas en voir du tout. Alors, peut-être parce qu'elle n'est pas là ou elle n'est pas disponible. Et des fois, je vais en voir 7-8 dans la journée. Sur mon chemin, je vais trouver une plume... une musique, en allumant la radio, mais tout de suite en allumant la radio. Hein, et puis, elle était fan de UB40, et pourtant UB40 ils sont plus vraiment... Ou alors faut écouter Nostalgie, quoi. Mais non, c'est... régulièrement... Quand je parle, tu vois, de communiquer avec elle, c'est pas... Il y a des personnes qui peuvent regarder et qui ne croient en rien, et c'est OK, chacun a ses croyances. Mais en fait, quand je parle de communiquer, c'est une manière... Toi, tu as la tienne. Il y a des personnes qui croient à la médiumnité, qui vont avoir d'autres signes. Et il y en a d'autres qui ne croient en rien, mais qui ont une manière de communiquer, c'est-à-dire sentir, en fait, son enfant encore présent en soi. Ça peut être simplement parce que la chambre n'a pas bougé, donc on va dans la chambre de l'enfant, on sent combien j'ai fait de contacts défunts avec des enfants, pour des enfants, ou par exemple l'enfant me faisait voir, notamment, et je pense à une maman qui avait gardé un t-shirt troué bien particulier qui était dans le lit de son fils, et elle mettait le parfum. Et en fait, son fils me disait de lui dire d'arrêter de mettre le parfum sur son t-shirt et de le sentir. Je faisais le geste pareil. Parce que c'était sa manière à elle aussi de le garder encore présent. Puis il y a des personnes qui peuvent très bien ne croire en rien, mais
voilà, continuer de le faire vivre d'une autre Moi, c'est manière. un prêt, j'ai encore toutes ses affaires. Ok. J'ai encore toutes ses affaires, sa chambre, ses cadres, c'est... Mais bon. Ça, Mais j'ai réussi alors à faire plaisir à une petite jeune qui avait besoin d'un grand miroir. Et du coup, je lui ai offert. Mais c'est vraiment... Les premiers à qui j'ai réussi à donner des peluches à Elisa, c'était mes neveux et nièces. Mais avec mon petit frère et ma belle-sœur, ils sont là tout le temps, ils ont toujours été là. Et pareil, je les remercierai jamais assez parce que on fait partie intégrante de leur famille et ils sont toujours là quand on a besoin, même quand on n'a pas besoin, quoi. Ils sont... J'ai une question, je me permets de te la poser. Peut-être elle est délicate. Est-ce que tu lui en veux? Je lui en ai voulu, oui. Et je lui en ai voulu parce qu'elle m'a abandonnée. Des fois, je lui dis « Mais pourquoi tu m'as fait ça ?» Mais des gens m'ont dit c'est son choix, c'est pas le tien. Donc ça aussi, c'était un peu limite, acceptable. On fait avec. Donc, si maintenant elle est mieux, bon, je pense sur moi. Oui. Parce que c'est beaucoup de prise sur soi. Hein. Bah oui. Mais il faut savoir que on n'est pas tout... Enfin, quand ça nous arrive, je suis pas toute seule. Derrière, j'ai mon mari, j'ai ma fille, j'ai mes petits-enfants. J'ai des gens qui m'aiment et qui... Et il faut que je continue pour eux. Si c'est pas pour moi, c'est pour eux. Donc, et je le ferai pour eux. Tu te sens encore quand même une maman? T'arrives à être... Alors, il y a ta fille aînée, bien sûr, Oui. mais est-ce que parfois ce sentiment-là peut t'effleurer en te disant... Oui, non, enfin, oui, je me sens encore maman. Parce que Camille me sollicite, elle m'appelle régulièrement. Et puis maintenant, il y a Hortense. Oui. Et Hortense... Elle prend sa place. Elle prend énormément de place. Et quand je vois Hortense, alors je fais pas de transfert d'identité du tout, hein, mais ça me rebooste. Ouais. Parce que c'est une petite fille. Et heureusement qu'Hugo, c'est un garçon en premier. Chose que... à l'époque, je voyais encore le psychiatre et qui m'avait dit heureusement que c'est un garçon, sinon vous auriez fait un transfert d'identité. Ouais. Et non, mais c'est deux petits bouts qui sont pleins de vie et je suis là pour eux, quoi. Et je me battrai pour eux maintenant. Est-ce que tu dirais aujourd'hui que tu arrives à vivre ou est-ce que tu es encore dans la survie? Alors, ça dépend sur quel plan tu mets ça. Si c'est sur le plan du cœur, c'est de la survie quand même. Oui. Parce que c'est un peu comme si on t'arrachait la moitié de ton cœur. Donc, il faut... c'est comme quand on te coupe une jambe et tu viens te mettre une jambe artificielle, quoi, où tu dois compenser. Là, c'est pareil, je dois compenser. Mais sinon, dans ma vie de tous les jours, pour le boulot et tout, non, j'ai repris ma vie. J'ai repris ma vie. Il y a des moments de solitude, mais après... Et pour Camille, qui est l'enfant qui reste, et on sait pertinemment que c'est et là c'est dans un cadre général que je vais dire ça, c'est que il y a la mort trouve toujours du talent
quand je dis ça, c'est-à-dire que la personne qui part, que ce soit un enfant, que ce soit n'importe qui, ne reste que, en général, ce qui a été beau, bon, magnifique, et on nourrit ça encore, et de ce fait, pour ceux qui restent, c'est parfois difficile parce que c'est comme si, en fait, on n'allait jamais pouvoir être aussi parfait que la personne qui est partie. Tu vois. Et est-ce que, voilà, le dialogue est ouvert, ça, j'en doute absolument pas avec Camille, mais comment elle se positionne par rapport à ça? Est-ce que tu as senti, est-ce que tu sens, voilà, une différence dans le rapport que tu as avec Camille? Alors, il y a forcément un rapprochement, et une fois, Camille m'a dit, et tu peux pas savoir, j'ai double peine. C'est-à-dire que je dois faire 2 fois plus attention à moi parce qu'il ne reste plus que moi. Et une fois, elle m'avait dit, moi, je veux 3 enfants, parce que si il m'arrive ce qui vous est arrivé, et que j'en ai que 2, il en reste plus qu'un, et toute la pression, elle est sur celui qui reste. Et elle dit, c'est moi qui ai toute la pression. Et après, je te dis pas que chaque jour, je me dis, pourvu qu'il n'arrive rien à Camille, pourvu qu'il n'arrive rien à Hugo et Hortense. Enfin, t'es rentrée dans une anxiété, d'anticipation anxieuse, en fait. Ah oui, complètement, parce que c'est tout ce qui nous reste. Donc, il faut qu'elle soit 2 fois plus vigilante. Mais bon, après, il faut qu'elle vive. Hein. Je ne l'empêche pas de vivre, mais je lui demande juste de faire attention, de faire attention sur la route, parce qu'en plus, elle a un métier où elle doit beaucoup utiliser la voiture. Et puis... Donc, non, mais j'ai cette peur au ventre continuellement. Qu'il lui arrive quelque chose et que je me retrouve avec plus personne. Tu te sens plus proche de Camille aujourd'hui? Oui. Oui. Oui, si. Est-ce que tu dirais que c'est de par justement cette prise de conscience on sait tout, hein, tout ce que la vie, elle peut se terminer demain. Maintenant, on le sait intellectuellement, parce qu'on sait qu'on est tous voués à mourir. Mais quand on le vit dans sa chair, dans ses cellules, tu es d'autant plus, consciente de... Oui, alors, je me suis rapprochée pas parce que pour combler Elisa, parce que, en fin de compte, j'ai vraiment envie de lui dire que je l'aime et que je tiens à elle et qu'il faut que notre amour il se décuple et... En fait, tu mets plus de conscience dans le lien, en fait. Oui, c'est ça. Oui. C'est pour ça que je te disais tout à l'heure, je veux plus la guerre, je veux la paix. Ok. Les gens qui nous ont tourné le dos parce que... mais des fois pour des broutilles, c'est tout. Enfin, qui continuent leur route. Après, on n'est pas tous faits pour s'entendre. Hein. Et puis... qui même me suivent. Okay. Aujourd'hui, quel est le conseil? Parce que toi, tu peux donner un conseil, vu que tu as vécu ce drame, et que tu le vis et que tu le vivras toujours, parce que le drame, c'est pas tant ce qui se passe le jour où ça se passe, mais... c'est tous les jours, en fait. Hein. Oui, c'est sûr, mais je dirais que je suis sortie d'affaires. Oui. Je suis sortie d'affaires, donc si je peux conseiller aux parents qui vivent la même expérience que nous, on a vécu, c'est tout le temps trouver quelque chose au-dessus, tout le temps trouver une bouée, une personne, une activité. Moi, il faut savoir qu'à un moment donné, j'ai fait un transfert d'identité parce que je voulais ressembler à Elisa. En fin de compte, pas parce que je voulais lui ressembler, parce que je voulais continuer à la faire vivre. Et ça, la psychiatre, elle m'a dit, stop, vous arrêtez là tout de suite. Et dans ce que tu dis, est-ce qu'aujourd'hui, qu'est-ce que tu reconnais en toi d'Elisa?
sans transfert de personnalité. Mais qu'est-ce que tu reconnais en toi? Quels sont, par exemple, les comportements qui ont pu changer? Parce que tu vois, Elisa, elle était pétillante, elle était. Oui. Et est-ce que de ce fait-là, ça t'a toi donné plus Moi, cette envie? j'étais déjà pétillante, mais je sais pas. Elisa, elle avait de la répartie et j'ai pris son truc, je crois. D'accord. Quand maintenant j'ai envie de dire quelque chose, je le dis. Ok. Que ça plaise ou pas, au moins c'est dit. Après, on peut tout dire avec de l'humour. Et dans le conseil que tu donnes, qui est, et merci pour ceux à qui ça pourra servir et ça inspirera, mais tu es d'accord que de dire que dans les premières semaines et premiers mois, c'est compliqué d'aller chercher des ressources extérieures. Ah oui, mais En fait, complètement. Voilà. Donc le conseil, que s'il y en a un, justement dans cette première partie, tu vois. La première année, elle est super, super, super compliquée. Ouais. C'est là qu'il faut se battre et il faut pas lâcher parce que il va y avoir le premier anniversaire de l'enfant parti, le premier Noël, le premier anniversaire de naissance, quoi. Enfin, et ça, ces dates. Après, les dates, elles reviennent tous les ans. Hein. C'est tous les ans, on a un pincement au cœur ce jour-là. Mais nous, on essaie de le vivre différemment, c'est-à-dire que il y a eu une année, j'ai fait un lâcher de ballon, donc on était à 30 dans la pelouse, et puis on a fait un super lâcher de ballon. Elisa faisait partie d'une association Miss Sucre, où ça y est, je suis rentrée dedans aussi, et non, il faut, je vis dans ses traces. Parce que elle faisait des belles choses et puis pour ne pas que les gens l'oublient, pour que les gens continuent à la faire vivre, je le fais à travers moi. Et c'est ça qui m'aide tous les jours. T'as une question, Anne? J'ai envie de parler de mission de vie. Est-ce que tu dirais quelle serait la mission de vie d'Elisa par rapport à toi, par exemple? Qu'est-ce qu'elle a transformé chez toi? Qu'est-ce qu'elle t'a permis de voir autrement? Elle a trouvé la paix chez moi. Oui, d'accord. Elle a trouvé la paix chez moi. Parce qu'avant, j'étais un peu râleuse. Enfin, elle me disait j'étais chiante. Je ne sais pas si on a le droit de le dire. Si, t'as le droit. Tout c'est possible. On est toutes chiantes à un moment. C'est ça. Non, mais je laisse vivre. Ouais. Je laisse vivre et il faut profiter. C'est la leçon que je retiens. Il faut profiter de ceux qu'on aime et de ceux qui nous aiment. Et puis le reste viendra. Oui. On devient un peu philosophe en fait. Oui. Hein, on a une façon. Ah oui, non, mais complètement. Ouais. On ne s'attarde plus sur des choses sans importance. Des futilités, sauf. Hein, ça fait même plus partie de. Non. Dès que je peux passer un bon moment avec des gens, je le fais avec plaisir. Et puis, comme je disais, hein, si on évoque le prénom d'Elisa, on continue à rigoler. Et puis, et maintenant, tout le monde le sait. Et ça fait partie intégrante de la vie. Et... T'as envie qu'on se souvienne d'Elisa comment, en fait? Qu'on se souvienne de la fille pétillante qui était pleine de vie, qui était... c'était un bout en train. Elle était râleuse aussi, elle était chiante aussi, comme sa mère. Mais... Est-ce que j'ai le droit de le dire? Mais non, c'est... Et tu vois, ce que tu dis, tu le vis parce que dans ta physiologie, quand tu parles d'Elisa, il y a quelque chose qui s'ouvre, tu vois, on sent que c'est profond. Et certainement que que Elisa, justement, le souvenir d'Elisa, de cette manière-là, devient une ressource interne très profonde. Ouais,
Au départ, je parlais d'Elisa, mais les toutes premières années, quoi, c'était encore, je le disais, mais d'un ton triste. Ouais. Que là, non, c'est Elisa. C'est... Quand tu parles du ton triste du début, parce que moi je te parle depuis ma posture de personne qui a fait des contacts défunts, qui a accueilli des personnes pendant des années. Je disais toujours aux gens, surtout, vivez votre chagrin à fond. Et tu peux pas faire autrement de le vivre à fond. Parce que, tu vois, c'est important ce que tu dis, mais c'est parce qu'il y a toujours des personnes qui veulent, en fait, dans le relationnel, hein, quand on a quelqu'un en face de soi qui vit quelque chose aussi dramatique que toi, il y a quelque chose qui se passe, c'est humain, c'est que, en fait, on veut comme poser un pansement sur l'autre parce qu'on n'arrive pas soi-même à gérer la souffrance de l'autre. Donc, on donne des conseils qui sont complètement malvenus, on va te dire. Et donc, comme s'il fallait à tout prix faire en sorte de retirer la souffrance. Mais très souvent, la souffrance te donne aussi, et tu n'as pas envie de partir de cette souffrance, parce que c'est le seul lien qui te reste avec la personne qui est partie. Et puis c'est une symétrie. Enfin, il faut que tout se passe à fond pour que tu puisses te libérer à un moment donné. Ouais. Comme là, aujourd'hui, je suis libérée, je vis, Non, il faut vivre ces moments à fond, même ces moments de tristesse qui sont parfois très, très compliqués, mais c'est à ce moment-là qu'on a besoin de soutien. Et on a toujours quelqu'un... Une fois, ça n'allait pas, mais vraiment pas. J'ai appelé une copine, la présidente de Miss Sucre, parce que j'allais vraiment pas bien. Et le fait de parler, mon envie moi aussi de passer à l'acte, elle était partie. Ouais. Parfois, il faut juste parler. C'est un quart d'heure. Ouais. C'est pas... C'est important. Est-ce que tu donnerais du coup ce conseil-là de te dire que, en fait, de préparer les ressources externes à l'avance, c'est-à-dire pas attendre d'être mal, mais de savoir où est-ce qu'on peut aller. Oui, en fait, surtout. Il faut toujours... faut pas aller jusqu'au plus profond du trou. Avant qu'on soit vraiment dans le fond du trou, il faut essayer de se raccrocher même si on se dit mais de toute manière elle va rien, mais si en fin de compte elle m'a pas dit grand chose, elle m'a dit mais arrête, tu veux que je passe? Et puis on a commencé à parler et tout, je lui dis non mais passe pas, ça va aller, et puis on a parlé peut-être un quart d'heure, 20 minutes. Et puis, en fin de compte, le suicide, c'est passager, c'est un passage. Ouais. Après, ça revient, et puis de là, et après, ça s'espace. Avant tout ça, avant le départ de Elisa, en tant que maman, est-ce que tu avais eu déjà, à connaître quelqu'un qui a vécu ça? Et si c'est le cas, qu'est-ce que toi, en tant que maman, tu t'étais dit sur le fait de moi, si un jour je perds un de mes enfants, je ne peux pas survivre? Est-ce que tu as déjà eu quelqu'un avant et le positionnement que tu avais par rapport à ça? Quelqu'un qui perd un enfant, surtout de suicide, non. Okay. Non. J'ai connu des copains mais qui avaient mon âge, mais qui perdent leur enfant, non. Ou alors... je les ai un peu... J'ai fait un reset. Non, j'ai pas connaissance. Et de ce fait-là, dans la continuité de ma question, en tant que maman, comme là, avec Anne et moi, aujourd'hui, tu vois, c'est pas entendable de perdre un enfant. Donc, on a un discours. C'est-à-dire, je ne sais pas si j'arriverai à m'en remettre, je ne sais pas si j'arriverai à vivre avec... mais tu te le dis, c'est des questions que tu te poses. Voilà, mais donc avant, toi, quel était ton discours, en fait? Avant, est-ce que tu te disais, mais moi, si ça m'arrive... Ah, oui. Je me suis déjà posé la question, puisque Elisa, à l'âge de 9 ans, elle faisait de l'anorexie mentale. Oui. Et puis un jour, j'avais eu un flash où j'en avais parlé à une copine. Et puis bon, c'était passé, quoi. Mais
en fin de compte, tu as beau te poser la question, mais c'est quand tu es devant le fait accompli, Ouais. c'est complètement différent. Est-ce que tu te pensais capable d'avoir autant de résilience? Non. Oui. Ah non. Aujourd'hui, je suis là, mais il y a quelques années, j'aurais pas mis chire sur la table Ouais. et je regrette pas. Ouais. Je regrette pas d'être restée pour ceux qui ont encore envie de me voir et qui ont plaisir à me voir et ça me fait plaisir de les voir. Ce qui est paradoxal, c'est qu'on est en train de parler de mort et que, en fait, moi, de mon point de vue, de ce que j'observe quand je t'écoute, c'est que j'ai vraiment le ressenti que ça a mis plus de vie dans ta vie, Oui. en fait. Je la vis différemment. Ouais. Plus de conscience, tu vois. Oui, je la vis différemment, ma vie. Alors, Ok. c'est dommage qu'il faille attendre, oui, que le départ d'un de ses enfants pour réagir. Mais et tu sais, la vie, enfin, pas dans le cadre du deuil, mais ce que tu es en train de dire, c'est plein de sens, parce qu'en fait, c'est quand il nous arrive un drame, un accident, une maladie, que en fait, ça vient mettre la lumière sur quelque chose qu'on ne fait pas, qu'on ne vit pas avec assez de conscience. Et qu'on occultait. Alors que la vie, elle se savoure. Ouais, non, mais c'est vrai. Hein, alors, c'est dommage, mais il faut que les gens se battent. Il faut que leur quotidien soit une bagarre pour en arriver quelques années après à se sortir vivant. Est-ce que si je te dis, quand tu dis les gens, il faut qu'ils se battent, est-ce que pour toi ça fait sens si je te dis se battre dans le sens aussi de vivre pour la personne qui est partie? C'est-à-dire dédier des moments, si tu pars en voyage, faire des choses que la personne pouvait aimer, aller dans des lieux qu'elle adorait et comme lui dédier en fait. Hein, Mais tu sais que quand on est parti avec mon mari en Égypte, donc c'était en 2021, j'étais sur un transat au bout de la piscine, donc tu vois en Égypte, 7000 km. Et je reçois un message, puis on me dit « Coucou Gaëlle, c'est toi assis sur le transat ?» Je dis « Oui ». Et je lève ma tête et c'était une fille de la promo de Miss Sucre qui l'avait fait avec Elisa. Et donc, en fin de compte, c'est plein de choses qui font que, à un autre moment, dans un autre voyage, il y avait une pyramide et c'était écrit Elisa dessus. Magnifique. Non, elle est là partout. Ouais. Enfin, il faut que, malheureusement, les gens qui sont dans mon cas, ouvrez les yeux. En fin de compte, votre enfant, il est partout. C'est beau ce que tu viens de dire, parce que c'est de la conscience et de savoir cueillir en fait les instants et les moments. Voilà, c'est ça. Parce que si tu n'as pas cette conscience, tu as vu le prénom de ta fille, peut-être que d'autres personnes, tu vois, avec moins de conscience, vont pas le voir, vont passer à côté. C'est dommage parce que la vie te permet en fait d'avoir ce genre de signes. C'est magnifique, hein, ce que tu. Ah oui, non, mais je pense que je pourrais écrire un livre avec tous les signes que j'ai. Ouais. Les signes que tu sais cueillir, tu vois, parce que chaque parent, il y a beaucoup de personnes, moi, qui me disaient dans mes contacts défunts, mais en fait, il me fait jamais de signes ou elle me fait jamais de signes. Et je leur disais, il y en a plein. C'est juste qu'en fait, trop habité par le chagrin, ce qui est normal. Oui, voilà, c'est ça. On ne les voit pas et on reste vraiment dans cette souffrance. Mais c'est sûr que quand on est enfermé, on est renfermé sur soi, on ne voit rien du tout. Parce que tu vois, quand on dit ouvrez les yeux, pour les gens, en fait, c'est intellectuel. C'est-à-dire, ils te disent, mais j'ai les yeux ouverts, j'ouvre les yeux. Mais ouvrir les yeux, ça veut dire mettez de la conscience. Voilà, c'est ça, en fait. Si aujourd'hui, si Elisa voyait cette interview, et elle le voit. Elle le voit, elle est là. Je savais que tu allais réagir. Qu'est-ce que tu aimerais lui dire et est-ce qu'il y a des remerciements, un merci qui pourrait être là pour ton...
Alors, forcément, que je l'aime, mais ça, je lui dis tous les jours. Ouais. Donc, et que, par son acte qui, malheureusement, m'a mis à dur, quoi. Hein. T'as amputé? Ah ouais, elle m'a mis dans le dur. Ouais. Mais à force de ramer, j'arrive à rester à l'eau, enfin au-dessus de l'eau. Ouais. Et puis, et je vais continuer. Je vais traverser toutes les mers s'il le faut. Et que, pour mes petits-enfants, pour ma fille, pour mon mari, pour tous ceux que j'aime, je vais continuer et puis à regarder droit devant. Ok. Et merci à toi, Maude, de m'avoir invitée. Merci à toi, Anne. Je t'en prie. Je crois qu'Anne, elle a encore une Oui. question. Oui, dis-moi. à quel moment, quel a été l'élément déclencheur? Quel a été tu vois, ce moment où tu as pu de nouveau respirer et te dire il faut que je redémarre, en fait. Tu vois, entre sombrer et le moment où qui te permet d'être là aujourd'hui. Le premier, je dirais, le premier électrochoc que j'ai eu, c'est quand j'étais internée là-bas en hôpital psychiatrique. Où là, en fin de compte, si on peut éviter d'interner les gens là-dedans, parce qu'on devient encore plus fou qu'on ne l'est. Tu as été internée combien de temps après l'acte d'Elisa 9 semaines. D'accord. Pendant 9 semaines ou 9 semaines après? Ah non, ça a été... ça a été... Attends, Elisa est partie. 2 ans après. Ah oui. 2 ans passés après. Et... Où tu as essayé de survivre toute seule. Et ouais, puis à ce moment-là, c'était plus possible. L'aide au niveau du psychiatre... bon, alors, ça a été une bonne aide au début, mais après, je moulinais, quoi. J'avais pas l'impression d'avancer. Donc, et puis... je me suis recroquevillée, j'avais envie d'être toute seule, j'avais plus envie de voir personne. Et c'est de là qu'on commence à perdre du monde. Les gens... parce que forcément, à un moment donné, on a un passage mais noir à vide. Et c'est ce passage-là qui est le plus dur à passer, en fin de compte. Et donc, de là, j'ai été internée. Ça a été donc 9 semaines avec je ne dirais pas le nombre de Temesta par jour, sans compter les autres anxiolytiques et tout. Je ne pouvais plus parler. J'aurais été incapable. Ma bouche, elle était comme ça. Je ne pouvais plus parler. Et de là, j'ai demandé à avoir une sortie. Il faut savoir que quand on demande à sortir, on voit des médecins et tout ça. On passe. Et c'est seulement 15 jours après, une fois qu'ils aient réduit les doses de médicaments, qu'on est censé pouvoir sortir. Donc vous êtes sûr que vous êtes déjà interné au minimum 4 semaines. Donc là, à la fin c'est moi qui demande à sortir. Bon, après, j'avais aussi Hugo qui allait arriver. Camille allait accoucher de Hugo, donc... forcément, je voulais voir le petit bout. Donc là, je me suis fait une première fois violence. Et puis, à force de se faire violence, mais tu te fais violence plusieurs fois. Plusieurs fois, tu dois ressortir les rames et tout pour dire de... Mais j'ai toujours trouvé un appui, un radeau, des bouées de sauvetage pour dire de garder la tête au-dessus de l'eau. Mais parce que tu as su les saisir aussi, parce qu'il y a des personnes qui ne sont pas en capacité, tu vois, de justement de les saisir. Oui, c'est sûr. Super. Alors, il faut pas que les gens extérieurs ils viennent étouffer non plus les personnes. Ouais. Parce que il faut aussi qu'on vive notre deuil. Parce que il faut
il faut qu'on vive. Alors attention, ça ne veut pas dire de pas donner de signe de vie pendant un mois. Hein. Non. C'est un message de temps en temps, un passage, mais pas 10 fois par jour, quoi. Dans l'accompagnement au deuil, parce que j'en ai fait, on va dire, j'ai toujours eu, et c'est encore aujourd'hui mon discours, c'est que dans ce contexte de deuil, la meilleure présence, parfois, c'est l'absence. Ça ne veut pas dire l'absence physique, c'est pas ça, mais c'est d'être là, de savoir que la personne qui vit ce deuil peut aller chercher la ressource chez la personne, mais en aucun cas, ce sont les autres qui viennent et qui veulent t'aider comme eux aimeraient être aidés. Tu vois ce que je veux te dire? Oui, mais enfin, il faut quand même un signe extérieur de temps en temps pour montrer qu'il y a quelqu'un. Oui, non, mais de le dire, hein, de se sentir disponible. Oui, voilà, c'est ça. Faut pas tout le temps être là parce que, après, on se sent étouffé et en fin de compte, après, on n'avance pas. En état de veille, tu sais que tu avais quelqu'un sur qui tu pouvais compter. Oui. Et puis c'est important, à mon sens, encore une fois, c'est avec l'expérience, et tu m'arrêtes si tu n'es pas en accord avec ça, mais que la personne... Parce que souvent, dans ces drames-là, quels qu'ils soient, là c'est un enfant, mais on vit aussi d'autres deuils, tu sais, il y a des personnes qui, moi, m'ont dit qu'elles n'ont pas eu l'impression de pouvoir vivre leur deuil, et en fait, le deuil appartenait à trop de monde. C'est-à-dire que les gens viennent et pleurent parfois autant que toi. Oui. Je veux bien, parce qu'il y a de l'empathie, on est touché, mais il y a quand même une posture à observer et de se dire, c'est pas toi qui vis la chose. Et moi, combien de fois les personnes m'ont dit, mais en fait, t'es là et t'en viens à te poser la question, mais pourquoi elle pleure autant? C'est moi qui devrais... Oui, mais c'est arrivé, hein, des fois. Oui. Tu te trouves un peu bête, quoi. T'as la personne qui pleure et toi, tu pleures pas, quoi. Bon, t'as déjà pleuré suffisamment, mais à l'instant où cette personne, elle pleure, toi, tu es là et tu pleures pas, en fin de compte. Bon, après, c'est chacun exprime ses émotions là ou à l'instant T, quoi. Mais dans ce que je disais, tu sais, c'était surtout au moment, en fait, de la veille du corps, au funérarium, ou comme chez toi, parce que Lisa, c'était chez toi, et pendant l'enterrement et les quelques jours après, quoi. Après, évidemment, il y a des personnes qui sont plus ou moins sensibles, et donc oui, ça part seul, mais tu vois, vraiment sur l'instant, il y a, à mon sens, c'est ce qu'on m'a rapporté, des personnes qui viennent un peu, comment dire, voler ce moment. Même si c'est pas conscient, parce qu'ils veulent partager la peine, mais partager la peine, c'est aussi se dire, je sais où est ma place, c'est pas moi qui vis le drame. Et quelqu'un qui vit comme toi un drame, en fait, il y a ce ressenti de se dire, mais c'est mon enfant, c'est mon chagrin, c'est mon drame, donc je demande pas à ce qu'on le partage. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, mais après, tu laisses les gens s'exprimer. Après, tu as des gens, tu te dis, effectivement, pourquoi ils pleurent? C'est bizarre. Ils n'ont jamais détourné, et puis... Alors bon, est-ce que c'est le fait de voir la petite sur le lit? Je ne sais pas. Oui, non, mais c'est vrai, je me suis aussi posé des questions. Parce qu'évidemment, c'est quand on va bénir un corps, c'est évidemment qu'il y a toute notre humanité qui est là, et j'entends la peine des uns et des autres, mais moi, de ce qu'on m'a rapporté, tu vois, dans les rendez-vous, et quand on parlait autour de cette période qui est pas facile, hein, jusque la Mésembière, qui est l'instant... Ah oui, ça c'est ça c'est le pire de tout. Ça, c'est quand on l'enferme, et puis... Alors là, c'est le déchirement le plus total, quoi, parce que tu te dis, là, c'est fini. Et l'inhumation, faut savoir qu'il y avait tellement de monde à l'enterrement d'Elisa, même les pompes funèbres, ils n'avaient jamais vu ça. C'était le 5 janvier. On l'a fait au phare halogène dans le cimetière. Oui. Les obsèques, elles ont duré plus de 4 heures. Donc,
Non, c'était... Ça t'a aidé de voir autant de monde. de monde. Ouais, parce qu'en fin de compte, je me dis qu'en fin de compte, Elisa, elle était aimée et que c'était vraiment une belle fille. Ouais, donc, tu avais l'image de ta fille et en fait, tu voyais qu'effectivement, les gens la considéraient... C'est tout à fait ça, quoi. Okay. Je pense que j'aurais eu super mal au cœur si on avait été 10. Quoi. Ouais, j'entends. Mais mais faire déplacer autant de monde, waouh. Moi, je leur dis merci à tous. Ok. Du coup, l'entretien touche un peu à sa fin. Anne, est-ce que tu as une question à ajouter ? Peut-être pour clore ce moment touchant, quelle plus grande force dirais-tu que Elisa t'a laissée ? Pour toi, quelle force toi t'as pu... Une force que tu n'avais pas avant la et que tu as persévérance. aujourd'hui. La persévérance. Il faut persévérer. Parce que... On peut déplacer des montagnes, en fait. Oui. Oui, c'est vrai que... Donc, je persévère. J'ai eu des moments difficiles, mais je regrette pas de les avoir... Alors, je regrette pas d'avoir ramé pour en arriver là. Mais non, c'est... Si je peux donner un dernier conseil, c'est ne rien lâcher, continuez à vous battre et vous verrez et ouvrez les yeux, ouvrez votre cœur. Les signes, ils vont arriver à foison. Merci pour ton témoignage. C'est très, très inspirant. Vraiment, j'avais à cœur, tu vois, de traiter ce sujet parce que j'ai beaucoup de personnes qui, autour de moi, vivent ces choses-là, des consultants qui sont aujourd'hui dans mes formations accompagnement. Et donc, on fait toujours... c'est toujours autour de ça. Et je sais qu'il y a énormément de personnes aussi qui se sentent seules, tu vois, dans ces drames. Et aujourd'hui, ça fait 7 ans, tu es assis sur ce canapé, tu partages un parcours avec une authenticité qui est incroyable, c'est très inspirant. C'est aussi beau parce que tu viens, en fait, t'acceptes ta vulnérabilité. Et ça, c'est un cadeau pour tout le monde, d'accepter sa vulnérabilité et de se dire... oui, j'ai vécu ça, je suis passée par des périodes difficiles. Merci pour ta confiance et ton partage sur le fait d'avoir été internée. C'est aussi quelque chose, tu vois, qui est parfois pas facile. Non, c'est pas facile. Mais je veux dire, tu l'exprimes, quoi, tu vois. C'est aussi sans retenue et c'est important parce qu'il y a des personnes qui aujourd'hui vont vivre la même chose et se posent la question de savoir est-ce qu'on peut, si elles se font interner, est-ce qu'elles vont s'en sortir ? Est-ce que c'est... Donc, en fait, tu viens apporter certainement énormément de réponses aux questionnements des gens. Je te remercie 1000 fois pour ta présence. Merci. Et puis, si je peux aider, il n'y a aucun souci. Si vous avez besoin, vous demandez mes coordonnées à Maud et il n'y a aucun problème. Je ne vais peut-être pas le mettre sur mes réseaux parce que tu vas te faire... Voilà. Mais en tous les cas, si vraiment il y a quelqu'un qui veut m'envoyer un message privé et puis je transmettrai, ne serait-ce que pour partager, échanger, et puis tu es la meilleure personne pour accompagner ces personnes qui vivent la même chose, parce qu'on ne peut accompagner quelqu'un que jusque là où on est allé soi-même, et qu'effectivement, on n'est jamais meilleur que quand, malheureusement, on vit ces choses-là. Donc, je te remercie. Merci à toi. Merci Anne aussi de m'avoir accompagnée. J'espère que cet entretien vous a plu, entre guillemets. En tous les cas, ça vous a aidé, ça a répondu à certaines questions. Et je vous remercie pour votre présence. Et puis, je vous dis au mois prochain pour un autre sujet. Et je vous expliquerai sur mes réseaux lequel ce sera. Prenez bien soin de vous et à très bientôt.